Le budget. L'activité principale des ménages est la consommation. Cette dernière relève du pouvoir d'achat. C'est qui est la quantité de biens et de services qu'un ménage peut acheter en utilisant ses revenus. Ce pouvoir d'achat dépend principalement des revenus du ménage et de la manière dont il gère son budget. 1. Le budget, les revenus et les dépenses. 1. Les revenus. Donc petit 1, les revenus liés au travail salarié. La principale recette d'un ménage correspond à la somme des salaires perçus par ses différents membres. Un ménage constitué de 2 adultes salariés aura pour recette mensuelle la somme de leurs 2 salaires. Le ménage selon l'INSEE. Un ménage désigne au sens statistique l'ensemble des personnes occupant un même logement, qu'elles aient un lien de parenté ou non. Un ménage peut être composé d'une seule personne. On parle de rémunération pour désigner la contrepartie reçue par un individu en échange d'un travail effectué ou d'un service rendu. Parmi les différentes formes de rémunération, le salaire est la plus répandue. Le salaire est le revenu perçu par un salarié. Ce type de rémunération correspond à la somme effectivement reçue par le salarié, mais cela ne constitue pas la totalité du revenu d'un travail salarié. En effet, le salaire ne représente qu'une partie du revenu salarié, celle qui est directement perçue par les différentes... Voici les différentes notions à connaître. Le salaire net, il s'agit du salaire brut auquel les cotisations sociales ont été soustraites. C'est le salaire effectivement perçu par le salarié, indiqué en bas de sa fiche de paie. Le salaire brut, il s'agit du revenu dans sa totalité. Il comprend à la fois la partie directement reçue par le salarié, le salaire net, et la partie réservée au système de solidarité, les cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, ce sont les sommes d'une part prélevées sur le salaire pour le salarié et d'autre part versées par l'employeur. Toutes deux sont destinées à alimenter le système de solidarité. Ces systèmes sont pour l'essentiel l'assurance chômage, l'assurance maladie et l'épargne retraite. Concrètement, les cotisations sociales servent à financer des caisses telles que la Caisse nationale d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, etc., qui redistribuent par la suite des fonds perçus. Les cotisations sociales représentent environ 20% du salaire brut. Calcul du salaire net perçu. Salaire net perçu égale salaire brut versé par l'employeur. Cotisation sociale. Moins cotisation sociale, le gars. Bulletin de paie, etc. Les autres revenus du travail. Le salariat est dans notre société la forme de rémunération la plus répandue, cependant il en existe d'autres, les honoraires. Ce sont les rémunérations qui concernent les professions libérales. Exemple, un médecin perçoit les honoraires. Le traitement, c'est la rémunération qui concerne les fonctionnaires d'État. Exemple, un cuisinier de la fonction publique perçoit un traitement. Les indemnités, ce sont des rémunérations qui concernent les élus. Exemple, un conseiller municipal de la mairie perçoit des indemnités. Les bénéfices, ce sont les rémunérations qui concernent les travailleurs indépendants. Par exemple, le gérant d'un salon de coiffure perçoit les bénéfices industriels et commerciaux BIC. La gérante d'une entreprise d'aide à la personne perçoit des bénéfices non commerciaux BNC. Les revenus sociaux. On classe dans la catégorie de prestations sociales l'ensemble des versements attribués à une personne dépendant d'un organisme de sécurité sociale. Exemple de revenus sociaux, les allocations d'aide au retour à l'emploi ARE, le revenu de solidarité active RSA, l'aide personnalisée au logement APL, les allocations familiales. 4. Les revenus du capital. Ce sont des revenus issus d'un bien dont on dispose, un logement mis en location, des actions, un livret en caisse d'épargne. Exemple, un livret à la banque rapporte 0,50% d'intérêt chaque année. Récapitulatif, revenu du travail, plus revenu du capital, plus revenus sociaux, égale revenu total avant impôt. Les dépenses. Nous venons de détailler les différentes formes de recettes. Intéressons-nous maintenant à l'autre versant du budget d'un ménage, les dépenses. Les différentes dépenses d'un ménage sont réparties selon une classification particulière. Cette classification permet de mieux visualiser la nature des dépenses et de les gérer. De faire des économies par exemple. Cette classification comporte 4 catégories de dépenses. Les dépenses incompressibles, les dépenses courantes, les dépenses d'équipement et les dépenses de renouvellement. 1. Les dépenses incompressibles. Les dépenses dites obligatoires sont celles que chaque ménage est tenu d'assurer. Elles ne relèvent donc pas d'un libre choix, mais plutôt d'un devoir citoyen nécessaire au bon fonctionnement de la société. C'est le cas par exemple des dépenses suivantes: le loyer, l'électricité, l'abonnement téléphonique ou internet, le remboursement de crédit automobile, immobilier, etc., les impôts, les cotisations sociales, assurance maladie, retraite, etc.,
Les dépenses fixes sont incompressibles, elles ne disparaissent pas. Depuis le début des années 1980, le logement est le premier poste de consommation des ménages. Auparavant, l'alimentation occupait cette première place. 2. Les dépenses courantes. Ces dépenses faites sur le court terme sont renouvelées régulièrement. Les dépenses courantes sont celles qui peuvent être réduites. Ce sont les dépenses sur lesquelles le ménage peut agir pour préserver l'équilibre de son budget. C'est le cas par exemple des dépenses suivantes: le transport, les loisirs, la nourriture. TLN, transport, loisirs, nourriture. 3. Les dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement sont des dépenses qui sont faites sur le moyen et le long terme et qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie du ménage. Elles ne sont pas effectuées régulièrement. On parle de dépenses d'équipement pour tout ce qui concerne l'achat de meubles, d'appareillage électronique, de voitures, etc. 4. Les dépenses de renouvellement. Les dépenses de renouvellement sont liées aux dépenses d'équipement. Il s'agit de dépenses effectuées en vue de renouveler un bien d'équipement. Changement de lave-linge, de voiture, de lit, etc. C'est le budget. En définition, différents acteurs économiques sont amenés à établir des budgets. On parle du budget de l'État, du budget d'une entreprise ou encore du budget d'un ménage. Un budget, qu'il soit mensuel, trimestriel ou annuel, est un état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il permet la réalisation de projets à court, moyen et long terme. La hausse régulière des prix électricité, gaz, carburant, loyer, alimentation contraint une gestion méthodique du budget. Le budget. Un budget est un document comptable permettant d'évaluer l'ensemble des dépenses sorties d'argent ou de débit et des recettes rentrées d'argent ou crédit. Pour un ménage, établir un budget revient à faire une évaluation des différentes dépenses de consommation prévues par rapport aux ressources financières dont il dispose. L'établissement d'un budget est nécessaire car il permet de connaître sa situation financière présente, de prévoir sa situation future et de gérer ses dépenses à venir ou son épargne. Établir un budget permet également de faire des économies en évitant de payer des agios, frais réclamés par les banques, ou des intérêts trop élevés avec des crédits mal étudiés. 2. L'équilibre du budget. La différence entre les revenus et les dépenses constitue le solde qui peut être débiteur ou créditeur. Ainsi, nous allons être amenés à rencontrer plusieurs configurations budgétaires selon l'équilibre ou le déséquilibre existant entre les dépenses et les recettes. Budget équilibré, solde nul, dépenses égales recettes, les dépenses du ménage sont égales à ses revenus. Budget excédentaire, les recettes excèdent les dépenses, le ménage dispose d'un excédent, somme non dépensée encore disponible. Solde créditeur, budget déficitaire, solde débiteur. C'est le cas pour un ménage qui aurait dépensé plus d'argent que les ressources ne lui permettent, plus les applications de gestion budgétaire. Il existe aujourd'hui de nombreuses applications pour bien gérer son budget, comme Bankin ou Linkso. 3. Le relevé de compte. Le relevé de compte bancaire permet de connaître le solde du compte, ainsi que le détail des opérations passées. La banque enregistre toutes les opérations effectuées sur le compte. Elle inscrit au crédit les sommes déposées, espèces, chèques et virées. Salaire, prestations sociales, etc. Elle inscrit au débit les sommes retirées. Au distributeur, au guichet par exemple, carte bancaire, chèque, virement. À la fin de la période, le nouveau solde est le résultat de l'opération suivante: solde de départ plus somme de crédit moins somme de débit égale nouveau solde. Le solde est créditeur quand les crédits sont supérieurs au débit. Le solde est débiteur dans la situation inverse. 4. La gestion du budget. Alors la gestion du budget consiste à recenser les ressources et ses dépenses, et établir des priorités, les hiérarchiser, à les contrôler et à prévoir celles à l'avenir. Pour bien gérer un budget, il faut le considérer comme une estimation. Une évaluation proche de la réalité des dépenses et des recettes, mais ne la reflétant pas exactement. Ainsi, la règle principale d'une bonne gestion de budget serait d'estimer le plus précisément possible les recettes et les dépenses. Estimation mensuelle ou annuelle à venir, en tâchant autant que possible de mettre de l'argent de côté. Cette partie économisée restant disponible garantit un budget excédentaire, mais permet surtout de faire face aux dépenses imprévues. Alors 1. Évaluer son revenu. Conseil: faire le total des revenus annuels divisé par 12 pour obtenir une moyenne mensuelle. 2. Évaluer ses dépenses fixes. Conseil: faire la somme annuelle des dépenses obligatoires, les diviser par 12 pour obtenir une moyenne mensuelle, mettre cette somme de côté chaque mois pour subvenir à ses besoins. 3. Évaluer ses dépenses courantes. Conseil: relever ses dépenses courantes pendant 2 mois, les diviser par 2
évaluer ses dépenses d'équipement et de renouvellement. Alors, 2. L'épargne. La vie nous réserve des surprises, des bonnes comme des mauvaises, d'où l'intérêt d'épargner pour faire face aux aléas. Les formules de placement de l'épargne sont nombreuses. Le choix du consommateur s'effectuera en fonction de son objectif, rentabilité, futur prêt immobilier, disponibilité rapide de l'argent placé, etc. Alors, le principe de l'épargne. L'épargne est la partie de revenu d'un ménage qui n'est pas consommée. Concrètement, l'épargne correspond aux économies, qu'elles soient placées à la banque ou gardées en liquide au domicile. Le principe de l'épargne est simple, il s'agit de mettre de côté une partie de son revenu. Ainsi, l'épargne peut être vue comme une forme de renonciation à la consommation immédiate en vue d'une consommation future. Le taux d'épargne, somme d'argent économisée par rapport au revenu, pourra être plus ou moins important selon les ressources et ou les projets du ménage. B. Les différents types d'épargne. L'épargne liquide. Il est possible d'effectuer des placements par l'intermédiaire d'établissements financiers pour faire fructifier son argent, faire en sorte que ces économies rapportent de l'argent. Les placements les plus connus sont les livrets d'épargne, les assurances vie et les comptes rémunérés. Dans ce cas, on parle d'épargne liquide. Cet argent permettra par exemple d'acheter un bien immobilier comme un appartement ou une maison. Ce capital peut servir de cagnotte servant à financer les dépenses conséquentes, achat d'une voiture, études des enfants, etc. Exemple, les sommes accumulées sur un plan épargne logement PEL ouvrent droit à des prêts d'accession à la priorité à des conditions particulièrement avantageuses. Tous les placements ne rapportent pas les mêmes intérêts. Voici les taux pratiqués au 8-09-2020. Livret A 0,5. Livret de développement durable LDD 0,5. Livret d'épargne populaire 1%. Plan d'épargne logement 1%. Assurance vie à 80% en moyenne. Alors les produits d'épargne. Pour en savoir plus sur les différents produits d'épargne, visionnez sur YouTube les vidéos intitulées l'épargne dans le cycle de vie publié par la Finance pour tous, IEFP. L'épargne financière. Il est possible d'acheter des actions, c'est-à-dire des parts du capital d'une entreprise vendue sous forme de titres. L'Oréal est une société cotée en bourse. Donc on peut acheter des actions de cette entreprise. Il existe d'autres titres financiers comme les obligations, les bons d'épargne, les SICAV, sociétés d'investissement à capital variable, les FCP, fonds communs de placement, les valeurs immobilières, etc. 3. L'investissement. Tout particulier peut aussi décider d'investir son épargne. L'investissement le plus commun des ménages est l'investissement immobilier. Il est possible d'investir dans une location meublée non professionnelle MNP comme c'est le cas en maison de retraite. 3. Les crédits à la consommation. Le financement par prêt représente la source la plus importante de financement externe pour la plupart des ménages et des entreprises européennes. A. Le principe de prêt. Définition du crédit. Le crédit pour les ménages représente les diverses sommes d'argent prêtées par les banques ou des sociétés spécialisées dans l'octroi de crédit. Le principe du crédit est fondé sur les intérêts. Concrètement, contracter un crédit, c'est emprunter une certaine somme d'argent à un prêteur. Somme que l'on s'engage à rembourser sur une période plus ou moins longue. On contracte un prêt. Taux d'intérêt et TAEG. Les intérêts représentent en quelque sorte le coût du crédit. Lorsque l'on recherche un crédit, il est important de connaître le taux annuel effectif global, TAEG, que l'établissement de crédit doit obligatoirement mentionner. Le TAEG permet de déterminer le coût total du crédit en incluant tous les frais occasionnés. Par exemple, si une banque vous octroie un crédit de 1000 € à un taux d'intérêt de 10%, vous vous engagez à rembourser le montant du crédit et les intérêts, soit 1000 € de capital. Le montant emprunté plus 10%. de 1000 €, à savoir 100 €, les intérêts. Autrement dit, votre crédit vous aura coûté 100 €. Si vous devez verser en plus de 100 € pour les frais de dossier, le coût de l'assurance et les frais de garantie, alors vous devrez rembourser en réalité 1300 € sur la période. 1000 € plus 100 € plus 200 €, les mensualités. Pour déterminer le nombre de remboursements mensuels appelés mensualités, il faut tenir compte de la durée de l'emprunt et de sa périodicité. Ainsi, un emprunt de 5 ans par remboursement mensuel sera remboursé en 60 mensualités. 5 ans x 12 mois égale 60 mensualités. Le contrat, 4. Le crédit engage 2 personnes, généralement sous la forme d'un contrat, reconnu et signé par 2 parties, le prêteur ou créancier, par exemple une banque, et l'emprunteur ou débiteur, par exemple un particulier. Le contrat de crédit crée un engagement réciproque. Le prêteur s'engage à débloquer les fonds, l'emprunteur s'engage à rembourser les sommes. 5. Le délai de rétractation. Après avoir signé un contrat de prêt, l'emprunteur dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Au-delà duquel le contrat devient ferme et définitif. Le prêteur doit attendre la fin de cette période pour débloquer les fonds. B. Les crédits à la consommation. 1. Définition. Le crédit à la consommation. Un crédit à la consommation est un crédit destiné à financer l'achat d'un ou plusieurs produits.
Il existe 4 grandes catégories de crédit à la consommation: le prêt personnel, le crédit affecté, le crédit revolving, le crédit bail ou leasing. Le prêt personnel est une somme d'argent prêtée à un consommateur. Ce dernier est libre de l'utiliser comme bon lui semble. C'est le mode de crédit le plus souple. Vous empruntez 2000 € pour vous faire plaisir pendant les vacances par exemple. Le crédit affecté. Le crédit affecté est une somme prêtée pour l'achat d'un bien particulier. C'est le cas des crédits immobiliers ou automobiles. Avec ce mode de crédit, l'emprunteur est tenu par le contrat d'utiliser la somme d'argent mise à sa disposition pour l'achat d'un bien précis. Vous empruntez 50 000 € pour acheter une maison, par exemple. Le crédit revolving est une réserve d'argent indépendante du compte courant mis à la disposition du consommateur. Le remboursement se fait par prélèvement mensuel. La réserve d'argent correspond par exemple aux cartes de grands magasins avec lesquelles il est possible de payer directement un article à condition de rembourser mensuellement et accepter les intérêts qui s'en suivent. Ce type de crédit, bien que de plus en plus répandu, peut se révéler dangereux si le consommateur oublie que la réserve d'argent disponible est un prêt et qu'il lui faudra tôt ou tard rembourser. Exemple, la carte bancaire Casino permet de payer en plusieurs fois sans frais ou sous forme de mensualité, à crédit donc. 5. Le crédit bail. Le crédit bail, ou également appelé location longue durée, LDD ou leasing, est un établissement spécialisé dans ce type de crédit. Un établissement spécialisé dans ce type de crédit, il achète un bien pour le compte d'un consommateur et le met à sa disposition moyennant un loyer fixé pendant une durée prévue dans le contrat. À l'expiration du contrat, le consommateur doit prendre une décision, renoncer à l'achat du bien. Il perd alors les sommes versées et le bien reste à la propriété de l'établissement. Acheter le bien, louer. La valeur de ce bien est fixée à l'avance dans le contrat. Pour suivre le contrat, une nouvelle période de location est alors négociée. Exemple, Renault propose aux artisans la location de véhicules utilitaires avec option d'achat crédit bail. C'est les dangers des crédits. Les dangers des crédits à la consommation. Pour en savoir plus sur les dangers des crédits à la consommation, visionnez la vidéo YouTube Les pièges du crédit à la consommation, tout compte fait, publié par Tout compte fait, 21 minutes. Les règles à respecter, petit 1. Les crédits est un mode de paiement intéressant lorsque l'on désire acheter un produit en plusieurs fois. Pour ne pas déséquilibrer son budget, il faut cependant être vigilant sur quelques points. Ne pas s'engager si le crédit est trop élevé, ne pas confondre un taux annuel et un taux mensuel, ne pas multiplier les crédits, risque de surendettement, ne pas s'engager dans un crédit qui représente plus d'un quart de son budget. Les calculs à prendre en compte. Si vous désirez par exemple acheter un téléviseur à écran plat au prix de 1500 € dans un magasin spécialisé, au moment d'effectuer le paiement, le vendeur vous indique qu'il est possible dans son enseigne de payer le matériel à crédit. Dans ce cas de figure, vous avez plusieurs solutions. Soit vous payez le tout immédiatement, soit vous optez pour une des deux offres de crédit proposées par l'établissement. Calculons pour chacune d'elles le coût du crédit. Cas 1, paiement en 10 fois avec un taux d'intérêt de 8%. Donc 8% de 1500 €. 1500 x 8 divisé par 100, ça fait 120 € d'intérêt. Cas 2, paiement en 20 fois avec un taux d'intérêt de 10%. 10% de 1500. 1500 x 10 sur 100, ça fait 150 € d'intérêt. Le paiement au comptant vous reviendra donc à 1500 €, tandis que le paiement à crédit vous coûtera 1620 € dans le premier cas, 120 € de plus, ou 1650 € dans le second cas, 150 € de plus. 3. La concurrence. Avant de souscrire un prêt dans un établissement bancaire, il est nécessaire de comparer la proposition avec les offres concurrentes. Banque A, TAEG, 18,90, 9,10, 17,60, 9,90, mensualité, donc, etc. Donc, coût total du crédit. Banque A, banque B, banque C, banque D. Pour choisir le crédit le plus adapté à un prêt personnel de 3000 €, il convient de regarder le coût total du crédit, ainsi que les mensualités. Dans cet exemple, le prêt personnel proposé par la banque B est plus intéressant, car le coût total est le plus faible. 4. L'endettement désigne le fait d'avoir des dettes. Pour un particulier, l'endettement regroupe les sommes qu'il doit payer pour rembourser soit un emprunt, soit les charges qui lui incombent, loyer, facture, impôts, etc. 5. Le surendettement. On parle de surendettement dans le cas où une personne aurait accumulé un trop grand nombre de dettes et serait dans l'incapacité de faire face à ses obligations de remboursement. Un individu est en situation de surendettement lorsqu'il ne parvient plus à faire face à ses charges, paiement du loyer, de l'électricité, des crédits contractés, etc. et ne peut pas rembourser ses créanciers, ceux auxquels il doit de l'argent. En France, une personne est qualifiée de surendettée lorsqu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Certes, toutes les personnes surendettées n'ont pas nécessairement effectué cette démarche, cependant il est difficile de les quantifier en l'absence de données précises et chiffrées les concernant. Le surendettement passif est lié aux accidents de la vie tels que le chômage, un décès, une séparation, une maladie, un accident de travail. Ces aléas ont pour conséquence de modifier le niveau de vie de la famille sur le plan financier. En effet, les revenus diminuent, mais la charge du foyer reste inchangée. Au fil des mois, les impayés s'accumulent et les ménages se retrouvent avec un taux d'endettement important. Le surendettement actif est un endettement qui est engendré de manière intentionnelle par le ménage. On dit qu'il est actif dans sa consommation. Cette situation résulte d'une accumulation très importante de dépenses et ou de dettes par rapport aux revenus. Ainsi, dettes ou impayés s'accumulent. Voici quelques causes de surendettement actif. L'utilisation abusive de cartes de crédit pour les biens de consommation courante, la négligence du suivi des comptes bancaires, ce qui entraîne des découvertes répétitives et des frais bancaires importants, l'émission de chèques sans provision, les commissions de surendettement. Dans chaque département, il existe sous l'égide de la Banque de France une commission chargée d'aider gratuitement les personnes qui ne peuvent plus face à leurs dettes, hors dettes professionnelles, à trouver une solution vis-à-vis de leurs créanciers.